Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue les mamans et les futures mamans. Je sais que dans le groupe, il y a des mamans qui ont déjà accouché, d'autres pas encore. Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'avais pas pu trouver de date pour l'instant qui convenait à tout le monde. Donc, aujourd'hui, je suis là. Et j'en profite pour vous inviter à me poser des questions, soit en message privé, soit sur le groupe, soit même par mail, pour celles qui sont dans mes contacts mail, pour que je puisse vous apporter des réponses. Si vous avez des questions particulières, voilà, n'hésitez pas, au moins je pourrais en faire profiter aussi tout le monde. N'hésitez pas à me contacter, même si vous avez envie. Vous le savez, j'offre des séances d'accompagnement de sophro-coaching individuelles, donc profitez-en pour pouvoir bénéficier de cette séance-là offerte. Moi, ça me permet de faire connaissance, de voir ce que je peux vous apporter, comment je vous apporte ça d'ailleurs dans mes coachings et dans mes accompagnements. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la naissance d'une mère, que je vous le dis, pour moi, ça s'accompagne, ça se prépare. C'est pas uniquement une préparation à l'accouchement. Je trouve que c'est très dommage en fait de proposer uniquement des préparations à l'accouchement. Moi-même, quand j'avais commencé la sophrologie, j'étais focalisée sur ça. Bon, l'accompagnement de la grossesse, parce que c'est vrai que voilà, c'est qu'on a envie d'en vivre comme de s'en souvenir comme d'un moment agréable, paisible. Euh, Malgré ça, il y a beaucoup de mamans qui vivent de la dépression prénatale, dont on parle peu. On parle de plus en plus de la dépression postnatale, je l'ai déjà dit, je le redis, mais euh, on ne parle pas assez aussi de la dépression prénatale. Moi, je sais que j'ai eu des mamans qui m'ont contactée, que j'avais accompagnées, qui étaient en dépression prénatale. Elles pleuraient tout le temps parce que ça remettait en question plein de choses. Et même si elles étaient très contentes que c'était un désir d'être maman, bah, malgré tout, ça avait réveillé tellement de choses que c'était compliqué à vivre. Donc voilà, accompagner les mamans dans ce processus-là, déjà, c'est important. Important aussi parce que tout au long de la grossesse. Et souvent d'ailleurs on dit oh elle pleure mais c'est parce qu'elle est enceinte, c'est les hormones. Alors certes les hormones vont faciliter ça, hein. C'est comme à certains moments d'ailleurs si vous avez déjà accouché et que vous avez eu le retour de couche, effectivement selon notre cycle, et ça c'est quelque chose que j'utilise aussi dans mes accompagnements, parce que c'est important aussi d'en avoir conscience, c'est que selon nos cycles, en fait, nous n'avons pas les mêmes réactions, nous n'avons pas les mêmes pensées, nous sommes vraiment influencés par nos cycles. Et quand on en a conscience, ça nous permet de vraiment pouvoir nous en servir au quotidien, savoir que dans tel moment du cycle, on va plutôt favoriser le calme, le repos, moins voir de personnes, tandis que à d'autres moments, on va plutôt voilà, profiter parce qu'on sait qu'on va avoir plus d'énergie et voilà, on va pouvoir profiter pour prendre plein de rendez-vous, faire plein de projets. À d'autres moments, au contraire, ça va être justement la mise en place des projets pour, quand on a de l'énergie, pouvoir se mettre en action. Et donc, pour en revenir à la grossesse, effectivement, oui, les hormones de la grossesse font qu'on va beaucoup libérer d'émotions. C'est pas vrai non plus pour toutes les femmes. Toutes les femmes ne pleurent pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a une période en tout cas où on peut être un peu plus sujette aux émotions. Et c'est en fait un cadeau. Vous le savez, moi, pour moi, toutes les situations qu'on vit qui sont un peu inconfortables nous servent, un peu ou beaucoup même, nous servent toujours de tremplin d'épanouissement parce que c'est toujours une occasion que nous offre la vie, l'univers, peu importe comment on a envie de le dire. En tout cas, c'est une occasion pour nous de libérer quelque chose qui doit l'être. Donc, c'est toujours de le voir comme ça, comme un cadeau. Et donc, ces émotions pendant la grossesse, c'est un cadeau parce que c'est comme un grand nettoyage, un grand chamboulement, oui, mais un grand nettoyage en fait. Coucou, bienvenue. Dis-moi en arrivant si tu m'entends bien. Dis-moi aussi où tu en es de ta grossesse ou pas, ou si tu as déjà accouché. Euh, donc aujourd'hui, je parle un petit peu de toutes les notions qu'on peut avoir besoin quand on va devenir maman ou quand on est déjà maman aussi. Et là, je m'attardais sur la grossesse et les émotions. Quand on a beaucoup d'émotions voilà, qui arrivent, c'est vraiment un grand nettoyage. Et c'est l'occasion en fait de libérer plein de choses qui sont là, qui sont ancrées dans notre corps. Donc plutôt que de le voir comme oh là là, je suis enceinte, alors du coup je pleure beaucoup, etc. De se dire consciemment, ok, je libère des choses, donc c'est ok. C'est pour nous mettre en fait pour nous permettre d'être un peu plus apaisés à ce niveau-là, d'avoir libéré plein de choses du passé pour être bien dans l'accueil de notre enfant quand il va arriver. Et c'est vrai qu'il peut y avoir plein d'inquiétudes pendant la grossesse. Coucou, dites-moi quand vous arrivez si vous m'entendez bien. Dites-moi un petit peu où vous en êtes
de votre maternité. Parce que voilà, au moins comme ça, je pourrais aussi y répondre. Et n'hésitez pas à me poser des questions, comme ça, je vous répondrai directement. Je disais au tout début du live que j'ai pas réussi à vous trouver de date particulière pour vous réunir. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais le temps et la possibilité, donc je suis là avec grand plaisir. Donc, pour en revenir à ça, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes pendant la grossesse qui peut être, donc dites-moi d'ailleurs si c'est le cas, qui peut être par rapport à la vie d'après, mais ça peut être aussi de l'accouchement. Il y a beaucoup de mamans qui ont peur de l'accouchement, de comment elles vont vivre les contractions, comment ça va se passer. Il peut y avoir aussi plein d'autres peurs voilà, liées à ce moment-là. Avec qui je vais être, comment ça va se passer, est-ce que je veux la péridurale, est-ce que je la veux pas. Et ça en sachant que pour moi, ma vision en tout cas, c'est que même si on envisage d'avoir la péridurale, ce qui est totalement ok, puisqu'on a la possibilité de l'avoir, il faut se préparer comme si on pouvait ne pas l'avoir. Au moins, en fait, c'est dans ce travail de ressources et de confiance en fait en notre corps, parce que notre corps, il sait faire. Et ayez en tête que ce n'est pas la gynécologue, le gynécologue ou la gynécologue, ce n'est pas le ou la sage-femme qui va vous accoucher, c'est vous qui accouchez avec votre enfant. Vous faites une équipe avec la personne ici qui sera là, si c'est le coparent, qui sera là pour vous accompagner parce qu'il a un rôle très important aussi, parce que cette personne soutien va être là aussi pour veiller en fait à tout ce que vous n'avez pas à avoir en tête à ce moment-là de la naissance, parce que vous avez juste à vous focaliser sur votre corps, être à l'écoute de votre corps, la confiance dans votre corps, la sérénité. Ne cherchez pas, et ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, ne cherchez pas à vouloir gérer les contractions. N'apprenez pas à gérer les contractions, c'est une grande erreur. Apprenez simplement à les accueillir. Et moi c'est ce vers quoi je tends, en tout cas c'est comme ça que je vous accompagne, parce que pour moi, pour l'avoir vécu, j'ai vécu un accouchement sans péridurale qui était bon, un choix, les femmes que j'ai eu la chance d'accompagner aussi, toutes ce qu'elles ont retenu, c'est la capacité de s'adapter. Parce que certaines avaient prévu d'accoucher d'une certaine manière, et puis finalement, il y a eu dû avoir d'autres choses. Il y a eu la péridurale alors qu'elle n'en voulait pas, il y a pu avoir une césarienne. En fait, il y en a même une qui a accouché seule à la maison alors qu'elle devait accoucher à la maison, mais avec sa sage-femme, et ça arrivait plus vite que prévu. Mais dans tous les cas, ce qu'elles ont réussi à développer, et c'est vraiment comme ça que je le vois, mais pour tout, même pour la parentalité, c'est pas une méthode toute faite, c'est pas d'apprendre à gérer les situations, à gérer les crises, gérer les contractions, c'est d'apprendre à s'adapter, à accueillir. Et c'est le plus difficile, parce qu'on est habitué dans notre quotidien, partout dans la société, à devoir gérer tout le temps tout gérer. Et quand on est maman, encore pire, on doit gérer les enfants, gérer la maison, gérer le conjoint, on doit tout gérer, être sur tous les fronts. Et c'est pas comme ça qu'on a envie de vivre notre vie. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Et pourtant, c'est comme ça que j'avais commencé. Donc, mais j'ai appris vraiment à être dans l'accueil des choses. Et l'accouchement, sans péridurale, c'est vraiment ce qui, moi, m'a pété au visage parce que vraiment, j'étais dans cette optique avec la sophro, tout ça. Moi, j'avais dit, bon, nickel, je vais gérer mes contractions de tonnerre, etc. Sauf qu'en fait, mes contractions, elle m'a dit non, tu vas rien gérer du tout. Tu vas juste être là et nous ressentir. Et en fait, c'est au moment où j'ai réussi à lâcher et à me dire, bon, ben ok, de toute façon, elles sont là. Et où j'ai complètement lâché et que je les ai accueillies, en fait, que mon corps a pu se relâcher et que le travail a pu s'accélérer. Parce que j'étais tellement dans le je veux gérer mes contractions que je bloquais tout. Parce que les contractions, elles sont là pour relâcher le col de l'utérus, justement. Mais si on est dans le contrôle, qu'on veut les contrôler, elles, ces contractions, cette douleur, qu'on veut l'apaiser, qu'on veut mentalement, on reste dans le mental. Sauf que l'accouchement, c'est pas du mental. L'accouchement, c'est du corporel, c'est du physique, c'est du corps qui sait instinctivement ce qu'il a à faire. Et quand on est dans le mental, on bloque ça. On bloque ce processus-là et on bloque du coup le bon fonctionnement des contractions. Plus on est dans le lâcher-prise, plus on est dans l'écoute du corps. Le corps, quand il se contracte pour la contraction, il nous indique où est-ce qu'on doit relâcher justement. Donc, quand c'est douloureux, on doit simplement se dire « Ok, je suis là, c'est où que c'est douloureux, je lâche. » Et ça, c'est quelque chose que je vous dis même tout au long de la grossesse, de vous entraîner pour justement le jour J à avoir cette conscience aussi, en plus d'autres outils. Mais en tout cas, ça, c'est un outil qui est intéressant à mettre en place. Donc, si vous y êtes, profitez pour le faire. C'est que dans le quotidien, dès que vous vivez quelque chose, que ce soit une émotion inconfortable, que ce soit vous cognez le doigt, le pied, l'orteil, peu importe, vous avez un truc inconfortable,
Plutôt que de vous dire, non mais allez, ça va aller, allez, je reste positive. Vous avez peur, vous avez une angoisse, quelque chose qui vient de vous dire, non, non, il faut que je reste positive. Mon enfant, surtout, il faut pas qu'il sente que je suis stressée. Ça, je vais y revenir d'ailleurs aussi. Voilà, non. Et non, accueillez. Dites-vous, ok, comment je me sens? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Où est-ce que ça fait quelque chose dans mon corps? Soyez vraiment attentive et dans l'accueil. Plus vous allez vous entraîner à faire ça déjà dès la grossesse, plus déjà le jour J, ça va être beaucoup plus facile de le faire, de revenir au corps, même si voilà, on peut travailler avec notamment des exercices de sophrologie, revenir au corps, apprendre à être à l'écoute du corps, apprendre à relâcher, à couper le mental aussi et vraiment être dans le corps. Travailler aussi sur toutes les croyances autour de l'accouchement, de la naissance, des contractions, ça aussi, quand on travaille sur le changement des croyances, parce que tout ce que l'on croit, tout ce qu'on pense devient réalité parce que on se le crée dans notre attitude. Comme on le croit, notre attitude change par rapport à ça. Pour vous donner un exemple d'ailleurs, ça parlera déjà à celles qui sont déjà mamans, mais même dans le quotidien avec d'autres personnes, c'est vrai aussi. Quand on voit notre enfant, qu'on se dit ah ben je sais que là de toute manière, dès qu'il se passe ça, il va être catastrophique, ça va, voilà, c'est un petit diable. Si on se dit ça, j'aime pas du tout avoir des termes négatifs comme ça envers les enfants. Mais il y a beaucoup de personnes qui collent des étiquettes aux enfants en disant oh, lui c'est un diable, lui il est turbulent, lui c'est ci, c'est cela. Dans cette situation, c'est toujours la crise de toute manière. Quand vous pensez ça dans l'émotion, vous êtes déjà agacé. Dans l'action, vous allez déjà répondre à l'enfant avant même qu'il ait fait quoi que ce soit avec cet agacement-là, donc en partant de cet agacement et de cette pensée-là. Résultat, lui, il va sentir que vous êtes déjà dans la contrainte, vous êtes déjà dans le conflit finalement, et donc, il va faire la crise. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Venir valider ce que vous pensez. Pour l'accouchement, c'est vrai aussi. Pour les relations avec d'autres personnes, c'est vrai aussi quand on se dit ah ben lui, je crois qu'il a un problème avec moi. Donc déjà, on est sur la défensive. Si on lui dit bonjour en passant et qu'il nous répond pas, eh ben hop, ah ben voilà, je le savais. Donc du coup, ben, je lui dis plus bonjour. Et en fait, on va créer un conflit alors que c'est juste nos projections à nous. Et donc, vraiment, pour la grossesse, c'est la même chose. Pour l'accouchement aussi, parce qu'on se dit, oh, les contractions, c'est terrible, ça fait mal, c'est mon Dieu, c'est horrible. Bah, du coup, on se conditionne comme ça. Et quand la contraction, elle arrive, on se dit, oh là là, je vais avoir mal. Et on se contracte parce qu'on a peur. Donc, notre corps dans l'action va se contracter. Qu'est-ce que ça fait? Vu qu'on est toutes contractées, on a vraiment très mal. Tandis que la douleur de la contraction, c'est une contraction musculaire, hein, une contraction de l'utérus lors de l'accouchement. C'est une tension, une tension très forte. Si on lâche, on a moins mal. On a moins mal parce qu'on n'est pas contracté comme ça à se dire oh, je vais avoir mal et on contracte encore plus que ce qu'on a mal. Non, c'est juste une tension. Ok, bon, je sens qu'il y a une tension, c'est très puissant, c'est très fort, mais c'est ok. C'est là, c'est pour le processus, tout va bien. Je n'ai pas à avoir peur parce que c'est normal. Et pour en revenir à ce que je disais par rapport aux pensées dans la grossesse en se disant oh, mon Dieu quelle horreur, il faut pas que je vive des peurs, il faut pas que je sois contrariée, il faut pas que je sois énervée, il faut pas que je sois en colère. En fait, on nous fait croire, c'est pas qu'on nous fait croire, c'est que oui, avoir des émotions pendant la grossesse, l'enfant il le ressent. Mais il faut savoir que si on laisse le processus naturellement se dérouler de l'émotion, l'enfant il est protégé. Il est protégé par le placenta. Le cortisol, en fait, il y a aussi ce côté du cortisol lié au stress et à l'émotion qui est inconfortable, qui va traverser le placenta et aller à l'enfant. Mais ça, c'est vrai que si l'émotion est très 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 intense, qu'on l'accueille pas justement, qu'on la bloque, ou qu'elle est répétitive. Et ça va être le cas si justement on ne prend pas le temps d'accueillir l'émotion parce qu'elle va revenir. Elle va revenir. Vu qu'on a laissé ce seuil d'émotion qui est ici, on la cache. Mais elle est toujours là. On l'a juste cachée. Non, tout va bien, je vais bien, il faut que je sois bien pour mon bébé, il ne faut pas qu'il le sente. Parce qu'en fait, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est surtout que même au niveau hormonal, il va le sentir parce que ça va s'accumuler. Il va y avoir une première, puis une autre, puis une autre. Et ça, en fait, répétitivement, c'est nocif pour l'enfant. Tandis que si on la vit, ok, je la vis. Vous pouvez même communiquer, c'est génial de communiquer dès la grossesse avec l'enfant. On va communiquer avec en lui disant, ok, je vis telle émotion, il se passe ça en moi, voilà. Il comprend que tout va bien, ça n'a rien à voir avec lui. Il faut lui dire, ça n'a rien à voir avec toi. Et là, il n'y a pas de problème en fait pour l'enfant. Donc c'est important d'avoir cette intelligence-là émotionnelle et d'arriver à vivre les émotions, de traverser les émotions. Et à chaque fois qu'on vit une situation comme ça, encore une fois, ça permet de libérer. Parce que toutes les émotions qui sont vraiment très fortes et très inconfortables, qui reviennent souvent, c'est parce qu'elles sont liées à un mini-trauma, mais ça peut être des choses que nous-mêmes, nous avons vécues dans le ventre de notre maman.
et dont on n'a pas conscience. Et il n'y a pas besoin d'avoir conscience justement de ce que c'est, de ce qu'est la cause, de ce qu'est la croyance, de ce qu'est la mémoire en fait, qui est à l'origine de ça. On a juste à accueillir, à le revivre complètement sensoriellement pour refaire la connexion, que notre corps n'ait plus peur de ça et pour s'en libérer, de libérer de cet impact-là. Ça, c'est un processus, c'est merveilleux à vivre. Donc, pour continuer dans ce processus, il y a aussi des peurs qu'on peut avoir par rapport à la vie d'après. Si on parle plus donc de l'accouchement, hein, voilà, on n'a plus peur, on est confiante, on est sereine par rapport à l'accouchement, on sait qu'on va vivre les contractions, peu importe comment ça va se passer, on saura s'adapter et accueillir ce qui se passe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, les clientes qui ont pu suivre le module justement sur l'accouchement serein, elles ont toutes dit la même chose, c'est la capacité qu'elles ont eue à accepter le déroulement. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très difficile aussi, c'est de ne pas pouvoir accepter, coucou, bienvenue, de ne pas pouvoir accepter en fait le déroulement de l'accouchement, de se dire non, il faut que je gère comme ça se passe pas comme j'avais prévu. Non, c'est d'accueillir, d'accepter, de poser quand même les limites sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Et c'est là où je reviens à la personne soutient, la personne qui va être là pour le jour de la naissance, qui est importante parce qu'elle veille à cet environnement-là, parce que l'environnement a une importance très importante. Enfin, c'est très important en fait pour le déroulement avec l'ocytocine pour que voilà, la maman se sente dans les meilleures conditions, de la pénombre, de la chaleur, de l'amour, du relationnel avec la personne en qui elle a confiance, parce que ça va développer l'ocytocine qui va favoriser les bonnes contractions et le bon déroulement de l'accouchement. Voilà. Et donc, pour en revenir à ces pensées qu'on peut avoir, souvent on va se préparer à la vie d'après en se posant des questions telles que quel lit je vais prendre, avec quel matériau. Alors ça, c'est hyper important, et je vais faire une parenthèse d'ailleurs sur ça, d'avoir conscience des produits qu'on va utiliser, des matériaux qu'on va utiliser pour mettre dans la chambre de l'enfant. Je pense notamment aux meubles. Quand on va acheter des meubles, souvent ils sont avec des colles qui sont des solvants en fait qui sont très toxiques. Donc si vous achetez des choses neuves, donc idéalement c'est bien de les acheter d'occasion, ou alors qui ne contiennent pas ce genre de colle toxique en fait, parce que ça va se faire, c'est volatile en fait, ça reste dans l'air et donc l'enfant le respire et c'est toxique. Donc soit vous l'achetez neuf et vous le gardez pendant plusieurs jours dehors pour vraiment que ça libère, mais idéalement c'est de le prendre même d'occasion parce qu'au moins là ça a été déjà libéré depuis X temps que ça a été utilisé par d'autres personnes et donc c'est pas cool pour elle hein, mais et donc du coup là vous allez pouvoir choisir voilà des meubles avec des matériaux sains, même quand vous allez prendre les habits, les vêtements, pareil il y a beaucoup de Ecotex idéalement, ou même vous avez le label Ghost qui permet de voir que merci pour les petits cœurs, qui permet de voir que voilà, ça va être le moins toxique pour l'enfant. Vous avez aussi si vous le souhaitez, vous me direz, je crois que c'est Nesty. Vous avez un site Nesty sur lequel vous trouvez une liste. J'ai cette liste, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me la demander. Pour savoir tous les produits toxiques qui sont des perturbateurs endocriniens, etc., qui sont toxiques pour vous, en tant que maman allaitante, en tant que maman enceinte, en tant que maman qui va toucher son bébé, qui va le porter sur soi. Donc, évitez de porter du parfum, notamment. Voilà, en tout cas, les premiers jours, les premiers mois de vie de votre enfant, parce qu'il a besoin de sentir votre odeur aussi. Et voilà, dans tous les produits d'entretien du bébé, enfin de soins au bébé, parce que d'entretien au bébé, ça fait... c'est pas un objet. En fait, vous allez avoir tous ces produits qui sont toxiques et vraiment qu'il faut éviter. Donc ça, c'est important aussi de prendre des produits le plus naturels possible. Faites attention parce que même les produits bio ou qui sont dits testés dermatologiquement ne sont pas forcément sans ces produits-là. Moi, je connais plein de produits que j'avais regardés, j'avais passé des heures à regarder ça. Les produits, ils ont quand même des perturbateurs endocriniens, même s'ils sont bio, même s'ils sont testés dermatologiquement. Ou voilà, par exemple, je vais vous donner une marque qui est connue et que tout le monde utilise, Mustela. Ces produits, ils ont des perturbateurs endocriniens, des choses qui sont pas bonnes pour la peau du bébé et pour la nôtre. Donc voilà, soyez attentifs aussi à ça. Mais pour en revenir à ça, c'est qu'on nous vend beaucoup de produits de puériculture. Le landau comme ci, le truc qui berce, le machin comme ça, le truc qui chauffe, les mobiles, tout ça. Il y a plein de choses qui vendent en termes de matériel. Mais il faut savoir qu'un enfant, il a besoin de rien d'autre que les bras de sa maman, de son papa. C'est voilà, de la présence
avoir bien mangé, être au sec, au propre, c'est la seule chose dont un bébé a vraiment besoin. Les mobiles au-dessus du lit, c'est même, je dirais, c'est même déconseillé parce que c'est un moment où il doit dormir, s'apaiser. Donc il n'a pas besoin d'avoir une agitation au-dessus de son lit et notamment inconsciemment. Ça peut aussi, il peut avoir peur, ça peut empêcher son sommeil parce qu'il peut se dire que le truc va lui tomber sur la tête. Et donc son inconscient reste concentré par rapport à ça. Donc c'est pas une bonne idée. Faites attention à tout ce qu'ils vendent aussi comme les Yupala qui sont très dangereux pour le bébé, qui sont mauvais pour la marche, l'acquisition de la marche. Quand on tend vers une autre manière d'accompagner l'enfant, on va faire beaucoup d'économies sur ce genre de choses parce que pas de Yupala, favoriser la motricité libre et quand c'est le cas, bah, du coup, pas non plus de parc parce que l'enfant peut aller partout. Favoriser plutôt un environnement qui est sain, qui est adapté à l'enfant, qui lui permette d'aller se déplacer partout sans se faire mal, sans se blesser, sans avoir accès à des objets qui peuvent le blesser. Voilà, tout ça c'est hyper important pour son bon développement, pour son épanouissement, pour vous aussi, ne pas être là à tout le temps lui dire non, ne touche pas à ça, non, ne fais pas ça, stop, arrête, voilà. Non, c'est adapté. Il peut se déplacer, il fait partie de la vie de la maison, il n'a pas à être bloqué sur voilà dans un parc, même si ça peut paraître sécuritaire, même si vous avez l'impression que voilà, c'est pas idéal, vraiment. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je peux revenir aussi si ça vous intéresse parce que voilà, c'est des choses qui me passionnent et que contrairement à ce qu'on peut penser, oui, il y a certains inconvénients, mais parce que par exemple, si on va aux toilettes, on peut pas le poser dans le parc et aller aux toilettes puisqu'on n'a pas de parc. Mais c'est une question d'organisation, de changement de vision aussi, et c'est intéressant. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'en fait, on va avoir plein de choses qu'on se dit, est-ce qu'on achète ça, est-ce qu'on achète ci? Et en fait, on se focalise sur ça, mais finalement, on peut se focaliser sur les mauvaises questions. Parce que les vraies questions à se poser quand on est enceinte, et même au début de la vie, c'est quelle maman j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant? Comment j'ai envie de l'accompagner? Quelle relation j'ai envie d'avoir avec mon enfant? Quelles ont été moi-même mes blessures? Quelle maman j'aurais aimé avoir, par exemple? Ou voilà, quelles sont les blessures qui au quotidien me traversent souvent et viennent me mettre dans mes retranchements? Est-ce que je me suis sentie plutôt souvent rejetée? Est-ce que je me suis sentie plutôt abandonnée, trahie? Est-ce que je me suis plutôt sentie humiliée? Est-ce que j'ai plutôt la blessure de l'injustice? Voilà, savoir qu'est-ce qui est souvent à réveiller, parce qu'au moins ça nous permet d'en prendre conscience. Et encore une fois, avant l'arrivée du bébé ou quand il est déjà là et qu'on en prend conscience, de pouvoir libérer un petit peu ça, à accueillir cette partie de nous. C'est hyper important. Mais quand on se questionne sur quelle maman on a envie d'être, il peut venir plein de choses. Et là, on peut farfouiller. Moi, j'ai passé des heures et des heures, je sais, à farfouiller, voilà, en commençant par l'allaitement qui m'a amené au cododo, qui m'a amené à la motricité libre. Voilà, c'est tout un tas de choses qu'on découvre au fur et à mesure. Et moi, pour moi, est passionnant parce que je trouve que l'accompagnement, en fait, on peut penser que être maman, voilà, on fait l'acte sexuel, on féconde un œuf, on a un bébé, on vit une grossesse, on vit un accouchement, ça peut même réveiller, donc comme je le disais, des peurs, des insécurités, etc. On peut se questionner sur le après, mais on ne s'y prépare pas, on ne nous y prépare pas, on nous prépare à l'accouchement, on ne nous prépare pas à la parentalité, on ne prépare pas à cette maternité qui va venir nous chambouler, mais d'une manière voilà, qu'on n'imagine même pas. C'est vraiment un tsunami, hein, on le voit ça, mais c'est vraiment un tsunami. Et en fait, on ne nous pose pas les bonnes questions, on ne nous partage pas les bonnes bases finalement. Et moi, je trouve que c'est hyper important de pouvoir nous apprendre à traverser chaque difficulté. Parce que même quand, je vais en venir au postpartum, mais dans le postpartum, souvent on pense peut-être les quelques premiers jours après l'accouchement ou les quelques mois. Pour moi, le postpartum, en fait, il dure toujours. Du moment où on devient maman, j'ai l'impression que c'est pour toujours. Alors oui, après, ils sont plus forcément en bas âge, les enfants, c'est un petit peu différent. Mais pour moi, le postpartum, finalement, c'est la parentalité. Et ça, on ne nous y prépare pas. Alors, on nous inculque des croyances, parfois qui sont même limitantes. On nous parle, par exemple, de ne pas donner de mauvaises habitudes à l'enfant, alors qu'il n'y a pas de mauvaises habitudes. La mauvaise habitude, c'est justement de laisser un enfant pleurer tout seul, de ne pas répondre à ses besoins de sécurité, de présence. Voilà, tout ce genre de choses, ça, c'est des mauvaises habitudes. Mais répondre aux besoins de notre enfant, ne pas le laisser pleurer tout seul,
Tout ça, ce sont des croyances limitantes qu'on nous inculque, alors que quand on écoute notre cœur de maman, je crois que j'ai jamais entendu une maman qui m'a dit finalement, oui, on m'avait conseillé de le laisser pleurer et ça me faisait rien. Et j'étais soulagée de le laisser pleurer. Aucune. Toutes, elles ont toujours dit, oh, ça a été, même si celles qui l'ont fait, finalement, elles me disent, et pas de culpabilité pour ça parce qu'elles n'avaient peut-être pas vraiment conscience ou connaissance de ce que ça pouvait impacter l'enfant au niveau de son développement, au niveau de sa sécurité, de sa confiance, etc. et de la relation parent-enfant. Mais même celles-ci, elles le disent que ça a été très dur de le laisser pleurer, qu'elles avaient mal au ventre, que ça lui serrait le cœur. Voilà, c'est des choses que j'ai toujours entendues et c'est vrai. Et donc si c'est comme ça, c'est parce que naturellement, on ne le ferait pas. Si on ne nous disait pas, même les professionnels de santé qui nous disent non mais laissez-le pleurer, il faut qu'il pleure, il faut que ceci, il faut que cela. Si personne ne nous le dit, on ne le fait pas. Et donc, si au fond de nous, on n'a pas envie de le faire, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc ça aussi, c'est important d'arriver à se faire confiance et revenir à son cœur de maman, son instinct en fait. On dit qu'il n'y a pas d'instinct maternel. On dit qu'il y est. Il y en a d'autres qui disent qu'il n'y est pas. Moi, je pense qu'on a tous quand même un instinct. Même si c'est pas forcément un instinct maternel, on a un instinct. On sait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on sait, quand on arrive à revenir à notre corps, à avoir conscience de notre corps, on sait ce qui se passe à l'intérieur du corps. On sait dire si ça va pas. Si ça nous convient, si ça ne nous convient pas, si c'est quelque chose qui est juste pour nous ou pas. Et là où c'est intéressant aussi, c'est de travailler sur nos valeurs. Parce que quand on a conscience de nos valeurs, c'est ce qui nous pousse à faire chaque action. C'est ce qu'il y a derrière chaque action, c'est ce qu'il y a derrière le fait qu'on se lève le matin pour faire des choses, nos motivations. Quand on a conscience de ça, de nos valeurs, notamment en tant que maman, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, et bien là, on va pouvoir rester dans le juste, dans le vrai par rapport à l'accompagnement de notre enfant et créer cette relation qu'on a envie d'avoir. En sachant que, je vous disais, on a l'impression que des fois, c'est tout roule, ça y est, là il dort comme ça l'enfant, là il fait ça, ça marche. En fait, quand ça marche plus. En fait, c'est toujours des paliers. Il y a des régressions. L'enfant, il arrive à faire quelque chose, il n'y arrive plus pendant un certain temps parce qu'il régresse par rapport à la nuit, par rapport au dodo, par rapport à l'allaitement ou au bibi. Tout ça, il y a des phases en fait comme ça qui viennent, qui reviennent. Il y a des étapes, c'est par paliers, ça remonte, etc. Et quand on croit, c'est pas linéaire. Quand on croit qu'on a trouvé une solution pour quelque chose, c'est pas toujours linéaire. Ça peut, mais c'est pas toujours linéaire. Ça monte, il y a des paliers et ça demande toujours de se réadapter. Et c'est là aussi où c'est compliqué parce qu'on se dit bon, à un certain moment, je serai tranquille parce que mon enfant arrivera à faire ci, à faire ça. Et en fait, c'est faux. Et il n'y a pas de réponse toute faite. Moi, je suis vraiment pour un accompagnement de l'enfant plus respectueux. J'appelle ça de la parentalité respectueuse et consciente. D'autres disent la parentalité bienveillante, l'éducation positive. Bienveillante, et j'aime pas trop ce terme parce que pour moi, ça voudrait dire que des parents sont malveillants. Alors que pour eux, ils ont toujours cette idée derrière, en le faisant, que ce qu'ils font, c'est pour le bien de leur enfant. Toujours, ou quasiment toujours. Sinon, voilà, il peut y avoir des parents qui peuvent avoir peut-être comment dire, pas des névroses, mais voilà, il peut y avoir un problème derrière ça et que voilà, ils agissent juste par conditionnement et sans... parce que ça a toujours été fait comme ça. Mais ça, c'est vrai pour beaucoup de personnes, quand on n'y met pas de la conscience dessus. Mais dans tous les cas, c'est toujours derrière, dans la tête, c'est pour se dire, je veux que mon enfant soit bien, que ce soit un enfant bien élevé, que ce soit un enfant qui s'adapte à la société. Et donc, on veut qu'il respecte les règles. Dans tous les cas, ça part d'un sentiment bienveillant. C'est pour ça qu'éducation bienveillante, j'aime pas trop ce terme, parce que ça voudrait dire que les autres parents sont malveillants. En fait, ils sont pas vraiment malveillants. Ils peuvent être maltraitants, parce qu'ils peuvent user de violences éducatives, dites éducatives, comme des cris, comme la pression affective, chantage émotionnel, violence physique aussi. Mais même s'ils le font, donc même s'ils sont maltraitants, ils le font à partir de quelque chose qui est dans la bienveillance et à partir de valeurs qu'ils ont envie de transmettre à leur enfant. Et donc là aussi, finalement, eux, ça part d'un sentiment positif aussi. Enfin, positif, pas le sentiment, parce que ça part d'une énergie positive, je veux dire.
Donc, c'est pour ça que j'aime pas trop ce terme éducation positive ou éducation bienveillante, mais j'aime mieux respectueuse et consciente parce que pour moi, ça traduit vraiment ce que je veux transmettre en fait. C'est vraiment d'être conscient aussi de nos blessures, conscient aussi de nos conditionnements, de nos difficultés, et c'est ok, et d'être dans l'acceptation et l'amour pour ça, parce que c'est pas facile de changer ce que nous on a reçu, de changer parce que ça nous demande de faire preuve de beaucoup de créativité. C'est beaucoup plus simple. Notre enfant il écoute pas, on lui met une fessée pour qu'il nous écoute. C'est beaucoup plus simple de hurler après notre enfant, même si ça nous fait du mal, parce qu'on se dit j'ai encore crié après mon enfant, ou je l'ai tapé, ou c'est hyper difficile au fond. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui se dit oh c'est génial, j'ai mis une fessée, je me suis régalée. Non, mais c'est un automatisme, c'est quelque chose qui vient, voilà, parce qu'on a cette réponse là inscrite en nous. Et donc ça demande effectivement un peu plus de difficulté, de conscience, que de pouvoir avoir conscience de nos blessures, de ce que ça vient réveiller en nous, de nos émotions. Et j'en reviens à cette importance de développer notre intelligence émotionnelle et de, en nous, savoir les traverser. Parce qu'après, quand ils seront plus grands, que c'est des petits enfants, mais voilà, quand ils sont bébés, on les prend dans les bras, on est présent. On est présent. S'il y a une crise, on est présent. Petit à petit, plus ils grandissent, nous, en ayant l'habitude de traverser nos émotions, de savoir les accueillir, de savoir les exprimer et de répondre aux besoins qu'il y a derrière cette émotion, on va pouvoir le transmettre à notre enfant parce qu'on lui exprime ce qu'on vit. On lui exprime quel est notre besoin, on lui exprime, on lui montre comment on peut agir avec cette émotion-là et que c'est normal. Donc, il n'est plus, même si son cerveau est toujours immature et qu'il ne sait pas lui vivre ses émotions, et j'aime pas dire non plus gérer les émotions parce qu'on ne gère pas nos émotions, on les traverse. On apprend à les traverser de manière adaptée, à les exprimer de manière saine. Et ça, on le transmet à notre enfant. Donc en nous épanouissant nous-mêmes, en ayant conscience de ça, ça nous fait beaucoup de bien. Ça nous apaise, nous. Ça nous apprend à mieux nous respecter, à poser nos limites pour aussi que les autres nous respectent davantage. Mais on transmet quelque chose de précieux à nos enfants. Et pour moi, c'est vraiment ça, la préparation qu'on doit avoir, l'accompagnement qu'on doit avoir. Et c'est l'accompagnement d'ailleurs que je vous propose sur 6 mois, où vous avez tout un tas de séances de sophrologie pour la grossesse, pour mobiliser les ressources, pour la confiance en soi, pour mobiliser notre corps et faire en sorte qu'il fonctionne merveilleusement bien. Et notamment pour tout au long de la grossesse, qu'il est en train de créer la vie, mais aussi après pour le fonctionnement de l'accouchement, pour la remise aussi après en postpartum, donc au tout début quand ça prend du temps, hein. Il y a 9 mois pour créer un bébé, 9 mois pour que le corps commence, même il faut 2 ans vraiment pour que le corps de la femme reprenne son état, on va dire, de pré-grossesse. Donc tout ça, c'est hyper important et vous les avez en ressources. Et vous avez aussi des outils pour avoir conscience de vos valeurs en tant que maman, pour vous y préparer et pour savoir, je vous accompagne vraiment à changer votre regard par rapport à l'enfant. C'est hyper important pour pouvoir l'accompagner au mieux, avec justesse par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous avez envie de transmettre et par rapport aussi là où vous en êtes avec vos propres blessures, vos propres traumas de l'enfance, même s'ils paraissent insignifiants, même si c'est des choses qui n'étaient pas très importantes, mais vous, dans votre vie d'enfant, elles ont été importantes et elles sont venues, même si vous n'en avez pas conscience, impacter chaque situation que vous vivez encore aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que je vous accompagne en individuel à faire, à prendre conscience. Et je vous apprends ce processus pour que vous le fassiez après vous, en toute autonomie, mais aussi que vous puissiez le transmettre à vos enfants. Et ça, je trouve vraiment que c'est hyper important. Vos enfants, votre conjoint. Voilà. Au final, après, ça parle de relationnel. C'est dans la manière d'exprimer justement sainement ce qu'on a à exprimer des émotions, à faire poser nos limites, à transformer nos croyances aussi par rapport à tout ça. Et il y a aussi quelque chose que peut-être vous avez vu, je suis en train de m'y former, c'est l'éducation sexuelle. Parce que la sexualité, ce n'est pas que le rapport au sexe, ce n'est pas que l'acte sexuel. La sexualité, c'est notre manière de nous relationner aux autres. Et ça, on ne le sait pas, mais ça a un impact dès la grossesse. Ça se prépare dès la grossesse, dans notre manière de nous adresser à notre enfant, dans notre manière de lui parler, de toucher le ventre, de respecter. Et dès l'accouchement, au moins, on va pouvoir, quand le bébé est là, dès sa naissance, dans la manière de le tenir, dans la manière de le porter, dans la manière de nous adresser à lui,
de valider son consentement à tout bébé. On va pas lui demander est-ce que tu es d'accord que je te change ta couche et attendre qu'il réponde puisqu'il ne répondra pas effectivement. Mais par contre, c'est le prévenir, lui dire voilà, tu as fait un caca ou un pipi, je vais te changer ta couche pour que tu puisses être au sec, voilà, et que ce soit plus agréable. Et donc de le faire dans cette optique. Et plus grand, de commencer à lui demander s'il est d'accord. Et ça veut dire accepter aussi, et c'est là où c'est le travail intérieur, accepter qu'ils disent non et que ce soit pas le bon moment. Et donc trouver comment créativement, respectueusement, on va pouvoir l'amener à changer sa couche, même s'il n'en a pas envie, pour lui faire comprendre que c'est bon pour lui et sa santé, et non pas pour nous faire plaisir, et non pas parce qu'on l'a décidé. Et tout ça, en fait, c'est le consentement. Je disais, la sexualité, c'est notre manière de nous relationner au monde. C'est toute notre recherche de plaisir dans toutes les actions que nous faisons. C'est ça, la sexualité. Et donc, c'est le consentement, c'est le côté affectif, émotionnel. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir conscience de nous, nos émotions, de nous, notre propre sexualité, comment elle s'exprime dans notre vie, comment nous recherchons le plaisir dans la vie, quand nous achetons quelque chose qui nous fait plaisir, quand nous vivons une expérience qui nous fait plaisir, comment nous avons envie d'interagir avec plaisir avec notre enfant. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le sexe, qui est différent d'ailleurs parce que les enfants, vous le verrez très tôt, ils se masturbent. Alors on pourrait utiliser un autre mot d'ailleurs, ma formatrice, c'est ce qu'elle dit, que c'est pas forcément le mot le plus adéquat parce que c'est pas une masturbation dans le but comme nous, sexuel, avec nos hormones sexuelles, parce que nous avons adultes des hormones sexuelles que les enfants n'ont pas. Et eux, c'est juste parce que c'est agréable. Comme nous, on toucherait là, on se dit « Ah, c'est agréable de toucher ici », donc ils continuent. Voilà, et quand ils touchent leur pénis ou leur vulve, s'ils sentent que c'est agréable, ils continuent à toucher. Mais c'est pas sexuel. C'est pas un rapport au sexe, vraiment. C'est vraiment le plaisir, la relation au plaisir. Tandis que nous, voilà. Et en sachant que c'est notre énergie vitale, la sexualité. C'est là où nous avons créé la vie, mais c'est notre énergie vitale, nous. C'est là où on puise de l'énergie pour vivre, pour faire de belles choses dans notre quotidien. Et c'est important de s'épanouir sexuellement. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'aborde dans mon accompagnement et qui me paraît vraiment essentiel. Alors, on n'est pas obligé d'en parler. Juste ce que j'aborde, en tout cas prioritairement, c'est l'accompagnement de l'enfant, le respect de son corps, pour le prévenir, pour aussi dans la prévention des risques d'abus. Parce que nos enfants sont les plus vulnérables pour les abus sexuels. Et donc c'est hyper important d'avoir que quelques personnes, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le consentement dont je vous parlais, s'il ne veut pas qu'on touche son corps, c'est non. Pas de bisous s'il n'a pas envie de bisous, même pour dire bonjour, même aux arrière-grands-parents, même aux papiers, aux mamies, s'il n'a pas envie, c'est non. Il peut faire un sourire, on peut dire bonjour à sa place quand il est tout petit. Les bisous, c'est s'il a envie. Les câlins, c'est pareil. Même pour nous, moi ma fille, je lui dis, est-ce que tu veux bien que je te fasse un bisou? Est-ce que tu veux bien que je te fasse un câlin? Elle me dit rarement non, mais parfois elle demande, elle me dit non. Et ensuite elle vient, elle me dit fais-moi un bisou maman. Et même elle maintenant, elle s'amuse, entre guillemets, parce qu'elle me pose la question, mais elle me dit maman, tu veux bien me faire un câlin maintenant? Parce que c'est à double sens, ça lui permet eux de respecter les autres, le corps des autres, et qui vient aussi dans le fait de ne pas taper. Et c'est là où l'éducation respectueuse de l'enfant, donc sans violence éducative, est importante et va jouer sur les risques d'abus sexuels. Parce que si l'enfant a l'habitude qu'on le contraigne, qu'on le touche de manière pas du tout adéquate, qu'on le prenne brutalement quand on lui dit non allez maintenant tu viens, c'est fini, c'est comme ça, ne fais pas ça, et qu'on lui tire, qu'on lui met des fessées, il ne peut pas comprendre que son corps il est précieux, que personne n'a le droit de lui faire du mal. Si on agit comme ça, un agresseur sexuel, même s'il n'use pas forcément de la violence justement, mais n'empêche que si il lui fait du mal, si quelque chose le met mal à l'aise dans son corps, mais qu'il est habitué à ce qu'on lui fasse vivre des malaises dans son corps et que ça lui semble normal, il ne peut pas comprendre entre un bon toucher, un mauvais toucher, quelque chose qui est ok ou celui qui ne l'est pas. Et je parlais de la couche tout à l'heure, mais c'est important que tout le monde ne soit pas là à regarder la couche. Moi, je me souviens que parfois quand je disais allez, je vais lui changer la couche, il y en avait qui étaient là, ah ok, on vient tout. Non, alors du coup j'attendais que les gens soient occupés à autre chose, parce que à ce moment-là, ça serait maintenant, j'oserais même leur dire non, mais en fait, bon, c'est pas trop un spectacle, donc voilà. Mais en fait, j'attendais que tout le monde soit occupé à autre chose, et là, je m'esquivais pour aller changer la couche.
en intimité avec ma fille, parce que personne n'avait à être là au-dessus. Et plus ils grandissent, plus c'est important de leur apporter cette notion d'intimité que personne n'a le droit de toucher, sauf les personnes ressources qu'on sait, voilà, s'il y a une nounou, s'il y a une mamie ou un papy, enfin, peut-être pas un papy, oui, ben, ça peut aussi, mais bon, bref. En tout cas, une personne, le papa, la maman, voilà, les parents, en tout cas, la nounou, mais que ce soit restreint, en fait, le nombre de personnes qui vont avoir accès à la couche, et en disant que les personnes qui peuvent toucher ici, c'est uniquement rapide et doux, et que c'est pour soigner ou pour nettoyer uniquement. Enfin, voilà, il y a plein de techniques intéressantes que je pourrais vous transmettre aussi par rapport à ça, des notions même avec du jeu, pour amener ça avec beaucoup de légèreté. Voilà, donc si tout ça, en fait, moi, dans mon accompagnement, vous allez voir, c'est très très riche, je vais aller, on va dire, tout ce dont on a peut-être besoin quand on devient parent et auquel on n'avait pas forcément pensé. Moi, je vous dis, j'avais préparé, je savais que je ferais le cododo, je savais que j'allais allaiter, je savais que je ferais de la motricité libre, la langue des signes. Tout ça, je l'avais cherché tout au long de ma grossesse. Donc déjà, c'est des heures de recherche, c'est des heures de lecture, mais on n'a pas forcément ce temps-là. Donc moi, j'ai tout condensé ça, plus mes formations, plus tous mes apprentissages, mes expériences, les mamans aussi que j'ai déjà accompagnées, tout ça, c'est ce que je vous transmets pour que vous ayez tous les outils. Et il n'y a pas moins de 17 pratiques, notions, fondements que je vous transmets comme ça pour déjà avoir ces notions-là dans la parentalité, dans votre maternité, mais dans votre épanouissement personnel. Même là, moi, c'est un tremplin. Pour moi, c'est la parentalité, c'est un tremplin d'épanouissement parce que c'est là où on va avoir le plus gros miroir face à nous, qui va venir réveiller le plus de blessures, le plus de conditionnements, qui va nous faire travailler et avancer, mais miraculeusement, quand on en prend conscience, justement. Quand on le voit comme ça nous fait avancer, mais de dingue. C'est une évolution voilà, d'acceptation, de prise de conscience. C'est vraiment incroyable. Mais tout ça, en fait, c'est condensé et je vous accompagne après à le mettre en pratique. Parce qu'il n'y a qu'avec la pratique. Avoir de la connaissance, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment pratiquer et pratiquer et pratiquer. Et en répétant, ça devient des automatismes pour nous, mais aussi nos enfants et on leur transmet. Et plus on leur transmet à eux, plus ça nous apprend aussi à nous. Et ça, c'est fantastique. Et ça, en sachant que tout ce que je vous transmets, même sur le changement de vision de l'enfant, moi je vous disais, j'avais préparé plein de choses, mais je n'avais pas préparé. Si vous voulez, c'était factuel. Je savais que j'allais faire comme ci, faire comme ça, faire ceci, faire cela, parce que c'était plus adéquat avec mes valeurs, mais je n'avais pas pensé à l'aspect émotionnel à l'intérieur de moi. Est-ce que ça allait réveiller? Ça, je ne l'avais pas pris en compte. Et ça, c'est quelque chose, donc justement, notamment dans les visios qui sont hebdomadaires, là, je vous accompagne vraiment à faire ce processus-là à l'intérieur de libération. À chaque fois qu'une nouvelle situation se présente. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre vision par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez croire d'autre? Comment vous vivez l'émotion? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour le libérer? Et ensuite, choisir ce que vous avez envie de croire et comment vous avez envie d'agir. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Parce que ça ne vous donne pas une solution. Par contre, ça vous donne un processus, un cheminement pour trouver votre solution à chaque situation. Et ça, c'est merveilleux parce que toutes les ressources, toutes les clés, les guérisons, tout ça, c'est en nous que c'est. Et le thérapeute, l'accompagnant, le guide, le coach, peu importe qui est là avec vous, à vos côtés, il est là pour vous transmettre quelque chose, pour vous faciliter cet accès-là. Mais c'est vous qui faites le travail. Tout comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le gynécologue ni la sage-femme qui nous accouche, c'est nous-mêmes qui le faisons. C'est pareil pour le reste. C'est notre évolution, c'est notre transformation, c'est à partir de nous. Et c'est notre puissance interne. Et moi, je vous amène à vivre cette puissance intérieure, cette confiance intérieure, cette guérison intérieure. Et vraiment, c'est un plaisir de pouvoir vous accompagner là-dedans. Et sachez que sur ce mois-ci, comme c'est la fête des mamans, j'avais envie, je vous l'ai dit, c'est sur 6 mois mon accompagnement, mais j'avais envie de vous offrir, pour celles qui ne voudraient pas forcément s'engager sur 6 mois, j'avais envie de vous l'offrir aussi la possibilité de le prendre sur 1 mois. 1 mois, c'est 333 €, où vous allez avoir donc une séance en visio avec moi en individuel de 1 heure de sophro-coaching, où on va travailler sur vous, vraiment votre besoin pour vous épanouir, parce que vos enfants ont besoin d'une maman épanouie.
Et c'est pas une injonction au bonheur, c'est vraiment un apprentissage d'un cheminement qui va vous permettre cet épanouissement-là pour vous en premier et qui va se répercuter. C'est pas une mission pour vos enfants forcément, c'est une mission pour vous parce que vous êtes venus pour ça, pour expérimenter la vie, voilà, dans le plaisir. On n'est pas venu pour souffrir, contrairement à ce que la société veut nous faire croire. Donc c'est hyper important déjà, voilà. Et vous allez avoir donc là, on va travailler sur les problématiques. Vous allez m'exposer ça. D'ailleurs, vous pouvez réserver d'abord si vous voulez une séance offerte pour voir ensemble où est-ce qu'on peut travailler, comment on peut travailler et déterminer ensemble l'objectif. Et ensuite, vous allez recevoir dans votre boîte mail 7 ressources pour vous aider, vous accompagner, donc pour lâcher prise, pour venir dans le positif, pour vous reconnecter à vous-même, pour avoir confiance, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, là où vous en êtes, si vous avez envie, soit sur 6 mois déjà de vous engager. Sachez que sur 6 mois, je vous accompagne, vous avez accès à tout le programme sur la grossesse sereine, sur l'accouchement confiant, sur le postpartum. Et je vous accompagne donc pareil, chaque semaine, en sachant que la conversation privée en fait qu'on peut avoir, que je vous offre aussi dans l'accompagnement sur 1 mois, mais qui s'arrête au bout d'1 mois. Donc entre chaque séance, je vous accompagne aussi. Vous pouvez me poser des questions pour continuer à travailler ce processus quand vous allez le mettre en pratique. Parce que je vous le dis, si vous comptez que je vous fasse tout, ça sert à rien. Hein, ne vous inscrivez pas surtout. Par contre, si vous prenez cette responsabilité-là de vous engager vers votre évolution, vers votre épanouissement, alors là, oui, bienvenue. Et vous pourrez me contacter entre chaque séance pour que je vous garde motivé. Si vous avez un coup de mou, que vous ne savez pas comment adapter l'exercice, ça, je serai là pour vous y répondre. Et sachez que pour celles qui prendront l'accompagnement sur 6 mois, je vous accompagne au-delà des 6 mois, en fait. Donc, vous avez les 6 premiers mois, mais je vous offre aussi 6 mois pour continuer à discuter avec moi en privé, pour que je réponde toujours à vos questions jusqu'au 1 an du bébé, justement. Voilà, donc si vous avez envie de parler un peu, je vous ai parlé de plein de choses aujourd'hui, mais parce que ça me semble essentiel vraiment de voir que la préparation, en fait, à la naissance, elle est très restrictive et en fait, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à aborder et à se préparer et à accompagner. Et pour l'avoir vécu, hein, alors que j'étais passionnée, que j'accompagnais déjà les futures mamans, que voilà, pour l'avoir vécu, j'ai vu les lacunes qu'on pouvait avoir là-dedans et de ne pas agir par conditionnement, parce qu'on a toujours fait comme ça, pour ne pas écouter les conseils qu'on n'a pas sollicités et qui ne vont pas dans nos valeurs. Parce que c'est très dur quand on décide, par exemple, d'allaiter et qu'on nous dit, si on voit qu'on est fatigué, qu'on nous dit « Ah, mais t'as qu'à arrêter d'allaiter, c'est l'allaitement qui te fatigue. » C'est faux. Donc, on peut trouver d'autres ajustements. Donc pour moi, c'est vraiment important de pouvoir répondre et vous accompagner là-dedans en réponse à vos valeurs. Voilà, parce que c'est dur en fait, quand on se sent souvent isolé quand on est maman, quand on vient d'être maman. On a plein de craintes, de peurs qu'on n'ose pas forcément dire autour de nous. On ne veut pas dire que c'est un peu compliqué, on ne veut pas dire que c'est pas facile, on ne veut pas dire que parfois on regrette notre vie d'avant. On ne veut pas dire toutes ces choses parce qu'on a peur d'être mal vu, parce qu'on a peur de ce que les autres pourraient dire. On nous dit tout et son contraire, alors que nous, on a envie de faire une autre manière. Voilà, donc en fait, c'est hyper important d'arriver à retrouver cette confiance en soi et de revenir à soi, à ses valeurs et arriver à ne pas laisser les autres nous impacter. Alors donc c'est vraiment, pour moi, c'est un processus qui est hyper important et qui me rend vraiment plein de joie de pouvoir vous y accompagner. Donc voilà, si le cœur vous en dit, si ce que je vous ai partagé ici, ça vous parle et que vous avez envie de voir ce que c'est qu'une séance avec moi, réservez soit par mail, soit par SMS au 06 95 44 09 59. Vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un SMS pour qu'on voit ensemble comment faire une première séance. Sinon, vous savez que vous pouvez vous inscrire sur 1 mois. Tout le mois de mai, vous avez la possibilité de vous inscrire sur 1 mois. C'est 333 €. Donc profitez, c'est vraiment un contenu très 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 intéressant. Et sinon, sur les 6 mois, et là, on va sur une transformation où j'accompagne. Vous savez que 3 mois, c'est le minimum. En fait, il y a 21 jours pour créer de nouvelles habitudes. Ensuite, 3 mois, ça commence vraiment les habitudes. Et 6 mois, en fait, voilà, vous avez toutes les habitudes, c'est ancré, parce que vous avez passé les 3 premiers mois à ancrer de nouvelles habitudes.
Et les 3 mois d'après, c'est de la pratique encore et encore pour voir comment on met ça. Et vous allez voir, chaque nouvelle situation, vous allez reprendre confiance, de plus en plus renforcer cette confiance-là parce que vous allez voir que vous pouvez tout traverser avec sérénité. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.